Nous revenons donc sur l'information principale de cette matinée. Alexander Dugin, dit le cerveau de Vladimir Poutine, a échappé à une tentative d'assassinat ce samedi, mais sa fille Daria est décédée au cours de cette attaque. Elle était dans le véhicule où son père avait pris place. Le Daily Mail précise qu'Alexander Dugin était bel et bien la cible de cette tentative d'assassinat. Et nous rejoint par Skype le colonel Pierre De Jong. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous avez plus de précisions à nous apporter sur ce qui s'est passé à Moscou ? Bien évidemment que non, hein, puisque ça s'est passé cette nuit. Et donc, il y a très peu d'informations. Il y a une enquête qui va se mettre en place et donc il va le déterminer. Par contre, le problème, c'est qu'on voit qu'on va très rapidement, les opinions publiques, pour le mot russe, vont associer cet attentat avec la situation d'Ukraine. Et ce qu'on peut craindre éventuellement, c'est des mesures de rétorsion. Si Poutine considère que c'est l'Ukraine qui est responsable, eh ben, on peut assister à des mesures de rétorsion. C'est ça la grande inquiétude des heures qui viennent. Colonel Père de Jong, est-ce que nous sommes en train de passer dans une deuxième phase de ce conflit où l'Ukraine semble commencer à frapper? On l'a vu en Crimée, on ne sait pas encore qui est l'auteur de cette attaque, mais est-ce qu'il semble que le conflit évolue assez rapidement? Alors, moi, je ne relierai pas du tout cet attentat à la guerre en Ukraine. Je veux dire, c'est une conclusion, je dirais, intellectuelle, mais il n'y a aucune raison de le penser dans l'état actuel des choses, parce que monter un attentat comme ça dans Moscou, en plein centre de Moscou, avec cette personne qui est protégée, qui a tout un système autour d'elle, de sécurité autour d'elle, c'est extrêmement compliqué, extrêmement sophistiqué. Donc, je pense qu'il faut attendre les conclusions de l'enquête pour conclure, savoir si c'est les Ukrainiens ou pas. Et ça, à mon avis, ça va être relativement long et relativement compliqué à mettre en place. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les Ukrainiens semblent, depuis quelques semaines, si vous voulez, avoir mis en place un système qui bloque, en tout cas qui ralentisse l'offensive russe. On voit bien que dans l'Est, globalement, c'est arrêté, puisqu'on est sur un modèle, je dirais, très 14-18, hein, avec des tranchées face à face, il n'y a plus rien qui avance. Il y a un modèle, si vous voulez, d'attaque avec des missiles et de l'artillerie dans le sud, autour de Kherson et probablement en Crimée. Et puis, il y a un troisième modèle, c'est ça le modèle qui est inquiétant pour les Russes, c'est un modèle d'action, je dirais, sur les arrières, avec des forces spéciales, avec un système. Et globalement, aujourd'hui, les Russes sont très inquiets d'opérations par une forme de résistance ukrainienne. Et c'est ça la problématique qu'on peut avoir avec cette jeune femme qui vient de mourir à Moscou. Les Russes peuvent relier évidemment cet attentat avec, encore une fois, une offensive, je dirais, irrégulière, ou en tout cas de la résistance ukrainienne. C'est le sujet, parce que le problème, c'est que Poutine nous a appris à avoir des réactions parfois relativement vives. Et si on regarde plutôt du côté de la population, quelles pourraient être les répercussions de cette tentative d'assassinat sur la population russe ? Le problème, c'est que ça va discuter. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une espèce de chape de plomb qui s'est mise en place sur la population russe, qui est globalement à 80%, qui est pour la guerre, qu'on n'appelle pas guerre d'ailleurs, hein, puisque la guerre en Ukraine s'appelle opération spéciale. Donc, encore une fois, il va y avoir une discussion, il va y avoir un débat, il va y avoir quelque chose. Encore une fois, moi, je ne relierai pas cet attentat avec la guerre en Ukraine, parce que ça me paraît tellement compliqué, tellement difficile. Vous savez, en Russie, il y a des mafias extrêmement actives. Depuis les années 90, où une partie de l'économie russe a été pillée par des oligarques, etc. Donc, encore une fois, si vous voulez, il faut faire une enquête avant de relier cette opération, cet attentat, si vous voulez, à la guerre en Ukraine. Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite. Par contre, j'espère que les Russes n'iront pas trop vite. Ceci étant dit, ça aura un impact évident sur les opinions publiques qui vont peut-être, elles, relier cet attentat avec les opérations en Ukraine. Oui, colonel Père de Jong, je vous confirme effectivement que pour l'instant, l'enquête n'a rien révélé sur l'origine de cette attaque. En revanche, ses conséquences peuvent déjà avoir une portée. On se rapproche finalement de la personne de Vladimir Poutine à travers les gens qui ont été visés de plus en plus. Est-ce que le président russe peut avoir le sentiment d'être fragilisé ? Alors lui, personnellement, je ne crois pas, parce qu'il reste enfermé au Kremlin. On ne sait même pas d'ailleurs très bien où il est, hein, parce que le Kremlin, c'est un énorme ensemble avec différents bâtiments, des souterrains. Donc je pense que lui, il risque pas grand-chose, d'autant que cette forme de paranoïa qu'il a réussi à démontrer, si vous voulez,
fait qu'il ne sort plus, enfin il ne fait plus rien. Je pense que même quand ses repas, il les fait goûter avant. Donc personnellement, il risque pas grand-chose. Et je pense qu'il a mis sa famille à l'abri. Le problème, c'est la détérioration globale par rapport, par exemple, aux oligarques. Combien de temps les oligarques, c'est-à-dire que ceux qui sont enrichis, ou les hommes d'affaires russes, combien de temps vont-ils tenir? Est-ce qu'ils peuvent tenir? Est-ce qu'ils veulent tenir? Est-ce qu'ils vont accepter de tenir? Donc on voit bien qu'il y a toute une problématique inscrite dans le temps qui fait qu'aujourd'hui, après 6 mois après le début de la guerre, on voit qu'il est probable, possible, qu'il y ait des tensions, si vous voulez, sur les opinions publiques et sur les oligarques russes. Et ça peut créer une véritable fragilité pour Poutine, qui est quand même est entouré par un environnement qui est quand même très marqué par les forces spéciales, par les services secrets, etc. Donc on peut peut-être assister à un retournement. À suivre donc. Oui. Merci, colonel Père de Jong. Nous revenons évidemment tout au long de la journée sur cette information sur l'antenne d'LCI. Tout de suite, la météo. La météo, avec les innovations CIC et vous. Pouvoir faire le point avec son conseiller, même à distance. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC. Allez, pour cette journée de dimanche, du soleil majoritaire, pas pour tout le monde. Des petits nuages qui s'invitent par l'ouest, par l'Atlantique, avec une dégradation atténuée. On la visualise ici avec cette animation satellite par l'Atlantique. Donc quelques nuages et quelques pluies qui rentrent progressivement tout au long de cette journée de dimanche. Sur la Bretagne, notamment, avec des nuages bien présents, Finistère, Morbihan, Côte d'Armor, avec même quelques gouttes de pluie qui peuvent gagner le pays nantais. Partout ailleurs cet après-midi, du soleil, peut-être légèrement voilé, sauf à l'est, là, plein soleil. Pour les températures cet après-midi, chaleur généralisée, des températures souvent aux alentours des 25 à 30 degrés, peut-être un petit peu plus. Si vous êtes sur le Languedoc-Roussillon, petit aperçu pour la semaine à venir, du soleil qui va se maintenir au sud et qui va prendre de l'ampleur jusqu'à mercredi inclus. Journée la plus chaude et la plus ensoleillée de votre semaine avec un petit pic de chaleur, souvent plus de 30 degrés. Ensuite, les orages vont arriver par l'ouest jeudi et vendredi, faisant baisser les températures à l'échelle nationale. Avec les innovations CIC et vous, construisons dans un monde qui bouge. CIC. Merci d'avoir passé ce mois d'août avec nous. La matinale week-end version haussien se termine. Merci à David Verrag, Ange Noiret, Sandra Marconi, Janie Calimi. Merci aussi Mathilde Guénégan. C'est un plaisir de passer ce moment avec vous. À suivre le 10-12 avec Sylvia Micone qui reviendra bien sûr sur l'information de cette journée, cette tentative d'assassinat qui a tué la fille d'un des très proches de Vladimir Poutine. Ça surprend toujours, mais quand Aramis Auto reprend votre voiture au meilleur prix garanti, le paiement se fait en 24 heures. C'est aussi ça, la magie du reconditionnement par Aramis Auto. Estimez votre voiture en 2 minutes sur aramisauto.com. Mais prends ton cahier. Prends le rouge. Ne laissons pas l'inflation vous priver des produits du quotidien. Leclerc protège votre pouvoir d'achat et rembourse en ticket Leclerc sur votre carte de fidélité la hausse des prix dus à l'inflation sur plus de 230 produits. C'est le bouclier anti-inflation. Leclerc. La sécheresse vaginale touche une femme sur 3 et peut entraîner des rapports sexuels douloureux. Une application de Replens hydrate, apaise et lubrifie jusqu'à 3 jours. Essayez Replens. Ceci est un dispositif médical. Chris Preuls, irrésistiblement suédois. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Pour votre journée de dimanche, faisons un petit tour des conditions météo qui vous attendent sur l'ensemble des plages françaises. À commencer par ici le nord-ouest. Alors un temps assez nuageux quand même sur la pointe bretonne. Mais pas que. Le Finistère, les Côtes d'Armor et un petit peu le Cotentin. Vous avez des nuages, quelques pluies faibles en matinée comme dans l'après-midi et des températures assez basses pour avoir du soleil. Il faut progresser vers la côte d'Opale en descendant à l'inverse sur l'arc atlantique entre le golfe du Morbihan et le golfe de Gascogne. Un petit peu plus de soleil par rapport à ce qu'on vient de voir en Manche, avec des conditions assez ensoleillées si vous êtes sur la Gironde ou encore en remontant sur les Pays de la Loire. Par contre, en descendant vers le Pays Basque, là vous allez retrouver une grisaille assez persistante. En parlant de nuages, il n'y en a quasiment pas en Méditerranée. Pour terminer le week-end, du plein soleil et des températures élevées dans l'air. Vous allez retrouver des températures
au-dessus des 30-33 degrés pour cet après-midi. Et dans l'eau, les températures de l'eau de mer en mer Méditerranée, là aussi, la chaleur est significative. C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Bienvenue dans le 10-12 sur LCI. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour décortiquer l'actualité avec nos invités, nos experts. Mais tout de suite un point sur l'actualité à presque 10 heures sur LCI. On commence donc avec cette attaque à la voiture piégée près de Moscou. La fille d'un proche de Vladimir Poutine a été tuée. Il s'agit de la fille d'Alexandre Douguine, philosophe et nationaliste russe selon certaines agences, dont l'agence russe TASS. Alexandre Douguine devait se trouver dans le véhicule avec sa fille avant de changer d'avis au dernier moment. On y revient juste après ces titres. En France, comment lutter plus efficacement contre les feux de forêt ? Gérald Darmanin annonce la création de 3000 postes de gendarmes verts pour améliorer le travail d'enquête judiciaire. Ils seront formés spécifiquement aux atteintes à l'écologie, c'est ce que dit le ministre de l'Intérieur dans le JDD, et dans lequel il aborde également le sujet des rodéos urbains. En plus de celui des pyromanes, nous devons être fermes avec la minorité d'emmerdeurs, dit-il. Emmanuel Macron bientôt en Algérie. Le président français rencontrera son homologue algérien Abdelmajid Tebboune la semaine prochaine, du 25 au 27 août. Il se rendra à Alger, à Oran. Un déplacement qui contribuera à approfondir la relation bilatérale tournée vers l'avenir. Voilà ce qu'a dit la présidence française. La dernière visite date de décembre 2017. Elle avait duré une douzaine d'heures. Et bienvenue donc dans le 10-12 sur LCI Canal 26. Bienvenue à tous. Nous sommes ensemble pour 2 heures avec nos invités pour décortiquer l'actualité et surtout ce dernier événement dont nous avons pris connaissance. C'est la fille d'un proche de Vladimir Poutine qui a été tuée. Ce proche est Alexandre Douguine, philosophe et nationaliste russe. Il est considéré comme le cerveau de l'invasion russe en Ukraine, l'un des cerveaux de l'invasion russe en Ukraine. Il est surnommé d'ailleurs Raspoutine en raison de son influence sur le président Poutine. Selon certaines agences, il devait se trouver dans cette voiture avec sa fille avant de changer d'avis au dernier moment. Nous sommes avec nos invités. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Aline Lebaille-Crémer, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice du collectif Stand with Ukraine. Nous sommes avec le général François Chauvency. Merci beaucoup d'être avec nous. Consultant en géopolitique, avec Volodymyr Pozelski également. Bonjour. Bonjour. Président de l'ONG Ukraine en Europe et enseignant à l'INALCO. Nous sommes également avec Olivier Védrine, politologue, rédacteur en chef du journal d'opposition russe Russian Monitor. Et nous sommes également avec Patrick Martin-Génier qui est avec nous par Skype, politologue et enseignement à Sciences Po et à l'INALCO, spécialiste des relations européennes et internationales. Merci d'être avec nous. On va donc tout d'abord se pencher sur les faits. Que s'est-il passé près de Moscou vers 21h30 ? On voit ce qui se passe avec Paul Gogo, qui est notre correspondant sur place à Moscou. Le père comme la fille revenaient d'un festival qui avait lieu en dehors de Moscou et ils étaient annoncés un peu comme tête d'affiche d'un festival qui devait parler de la famille et des traditions. Donc c'était public en quelque sorte, ça se savait que les deux seraient présents dans ce festival. Donc si quelqu'un a pu leur en vouloir, quelque chose pouvait, c'était su, il y avait moyen d'organiser quelque chose. Après, c'est, comme je le disais tout de suite, un événement toujours assez étonnant parce qu'on est quand même à Moscou, ce qui est une capitale ultra protégée avec une omniprésence de la police et des services de sécurité. Et tout le monde, je pense, n'est pas capable d'organiser un attentat si c'en est un, parce que c'est encore quelque chose qu'il faut prouver à proximité de Moscou ou à Moscou comme ce qui est arrivé hier. Alors, votre première lecture de ces événements, Olivier Védrine, il s'agit c'est le premier attentat sur le sol russe depuis le début du conflit. Oui, et puis surtout, comme dit Paul Gogo, c'est quand même, il faut l'organiser, quoi. À Moscou, une ville sécurisée, sur un proche de Poutine, ça demande une sacrée logistique. Ça ressemble quand même plus à des règlements de compte internes de réseaux d'influence ou d'élites russes qui ne sont peut-être pas d'accord avec la poursuite de la guerre. Je rappelle que le contrat entre les oligarques et Vladimir Poutine était le suivant.
Vladimir Poutine nous disait, moi je m'occupe de la politique, vous les oligarques vous faites du business, si vous rentrez en politique je vous arrête, grosso modo. Et là, avec ce qui se passe et la guerre, les oligarques perdent beaucoup d'argent et on remarque que beaucoup d'oligarques russes et de l'élite russe maintenant aimeraient, sans une protestation, ne sont plus trop d'accord avec cette ligne donc, de cette guerre en Ukraine. Et je pense qu'il faut plutôt aller voir de ce côté-là d'un signe fort de cette frange, de cette élite qui commence à se séparer et à dire on arrête tout parce qu'on perd de l'argent. Donc, et voilà. Donc, selon vous, vous pencheriez plutôt pour la résistance intérieure, plutôt que effectivement... Je penche pour un commencement de grosses perturbations dans l'élite russe au niveau du business et de la politique, parce que beaucoup voient qu'ils perdent de l'argent et simplement business as usual. Général Chauvency, quelle est votre lecture de ces événements, une explosion effectivement près de Moscou, quelque chose qui se voit presque jamais, on va dire, événement extrêmement rare. À quoi pensez-vous en premier lieu ? Je pense que les Russes sont habitués à monter leur propre action terroriste intérieure, je dirais. On a eu beaucoup de manipulations dans le passé d'attentats commis par tel ou tel groupe ethnique, par exemple, dont on découvre par la suite que c'est plutôt organisé par les services de renseignement. Alors je parle sous réserve parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Oui. Et effectivement, il est très surprenant de voir dans un pays, pas en guerre, mais en opération spéciale, avec quand même des systèmes de sécurité ou des services de sécurité très puissants, de voir qu'un attentat puisse s'organiser, je dirais entre guillemets, aussi simplement, c'est-à-dire aussi rapidement, avec une personnalité aussi connue. Alors je n'abonderai peut-être pas forcément dans la notion de résistance intérieure que vous avez parlé tout à l'heure, je serais plus dans le sens de règlement de compte intérieur, mais bon, on n'en sait pas beaucoup plus aujourd'hui. Je dirais que je reste interpellé par le fait qu'une action terroriste, quel qu'en soit l'auteur, puisse être réalisée finalement comme cela en Russie aujourd'hui. Et à Moscou. Il est déjà le responsable de la République autoproclamée de Donetsk a déjà accusé l'Ukraine derrière cela. Donc moi, je ne serais pas étonné si demain, on va trouver deux néo-nazis, entre guillemets, ukrainiennes qui ont fait cette opération pour tuer... il est connu quand même pour ses déclarations aussi à l'emporte-pièce. Effectivement, c'est Denis Pouchiline qui est à la tête de la République autoproclamée de Donetsk. Et voilà ce qu'il dit sur Telegram. Les terroristes du régime ukrainien, en essayant d'éliminer Alexandre Douguine, ont fait sauter sa fille dans une voiture. Bref, c'est vrai que ces déclarations sont à prendre avec des pincettes, évidemment. Mais l'intérêt, justement, c'est mobiliser l'opinion publique russe, peut-être préparer... Parce que la Russie, la guerre, l'armée russe ne progresse pas. Donc peut-être il faut préparer l'opinion publique russe pour après, demain, déclarer une mobilisation généralisée. Et donc pour justifier cette guerre, si vous voulez, aux yeux de l'opinion publique russe. Comme ce qu'ils ont fait les Russes en Tchétchénie, avec ces immeubles explosés pour justifier la guerre en Tchétchénie. Je pense aussi que ça peut être considéré comme un des moyens de jouer sur l'opinion publique russe, pour la mobilisation pour cette guerre injuste. Aline Baïk-Remer ? Je voulais rajouter peut-être qu'il a été présenté comme philosophe. Je ne l'appellerais pas philosophe, j'appellerais plutôt Alexandre Douguine, dont la fille a embrassé les combats politiques. Oui, parce qu'elle est journaliste, elle est politologue et elle était effectivement sur la liste. Et elle est à l'origine de certaines déclarations très 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 violentes en termes d'extermination de l'Ukraine tout de même. Donc on n'est pas dans un champ normal de la philosophie. On va dire, on parle de quelqu'un qui a pu écrire et eu des déclarations, notamment en 2014 à propos de l'Ukraine, tuez-les, tuez-les, tuez-les. Et je le dis en tant que professeur, ce qui lui a valu somme toute, de se retirer de l'université de Moscou, mais d'être propulsé idéologue et politique. C'est quelqu'un qui parle de race, qui parle d'asservissement des femmes, qui a un niveau d'antisémitisme rare quand même en politique contemporaine sur cette planète. Il s'inscrit dans le champ du choc ethnico-religieux, parce qu'il y a aussi toute une problématique dans ces textes qui ont à voir avec quasiment de l'ésotérisme, entre ésotérisme et fascisme. Et si on pouvait le définir sur un échiquier, on est vraiment au cœur du rouge-brun, c'est-à-dire quelque chose qui a à voir, avec
avec l'hitlérisme et le stalinisme. Il y a une espèce de jonction, Ouais. avec un peu de saupoudrage, d'ésotérisme et de cosmologie tout à fait... Il a fondé le parti qui s'appelle tout à fait National spécial. Bolchevique, Voilà. en 80. Père, donc Alexandre National oui, bolchevique. ouais. Alors justement, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Est-ce qu'il était vraiment le cerveau de l'invasion en Ukraine, Alexandre Douguine? Est-ce qu'il était l'un des cerveaux? Est-ce qu'il était encore aujourd'hui en grâce, on va dire? Alors, qu'il soit un des cerveaux de ce panslavisme et de ce national-bolchevisme utilisé Et par le racisme Poutine. aussi. Oui, le racisme, mais racisme, Poutine l'utilise. Poutine l'utilise. Ouais. Donc, Poutine l'utilise. Je ne pense pas que Poutine ait eu besoin des conseils de Douguine pour lancer son opération spéciale, sa guerre en Ukraine. Je crois que Poutine est tout à fait capable lui-même de lancer une opération sans avoir... Je pense... Bon, on sait qu'il était quand même influencé par certains théoriciens, par certains philosophes qui disaient... Mais tout ça, voilà. c'est un ensemble. C'est un ensemble, C'est un mais- ensemble qui s'emboîte. Il se définissait lui-même comme la doctrine armée du traditionnalisme. Et traditionnalisme, dans les textes de Douguine, on est au-delà du traditionnalisme. On est dans l'anti-lumière, l'anti-occident, l'anti-femme, l'anti-juif, l'anti-homosexuel et contre le tout métissage absolu. Il prône, c'est la théorie du néo-eurasisme qui prône finalement un territoire qui irait de Varsovie aux frontières de la Chine, pour ne pas dire au-delà, et qui, chacun chez soi, le mestissage serait interdit, et la soumission à aucune revendication en termes de souveraineté. Donc c'est ça aussi comme projet politique. La Il y a substance, effectivement. ce qui est intéressant, quand même, jusqu'à 1999, il était considéré comme complètement marginal. Il était le responsable de ce parti minuscule nazi. Mais à partir de 1999, bon, c'est une coïncidence, Poutine avait accès au pouvoir, il commence à donner des cours de géopolitique à l'état-major russe. Après, il crée sa petite fondation scientifique. Après, il est devenu professeur à l'université de Moscou. Donc, et lui, il prône évidemment la création de ces superpuissances, l'État eurasien, qui réintègre les anciennes républiques soviétiques, justement pour combattre les États-Unis. C'est vraiment Occident, oui. Donc, c'est une approche, disons, géopoliticienne et après mêlée aux idées Et le côté religieux et mystique est très très important. Et je pense qu'en fin de compte, il est arrivé à un moment donné où Poutine, où le système russe disait il nous faut une idéologie, on n'en a pas. On va prendre celle-ci, c'est tout. Donc, il a été, entre guillemets, utilisé pour faire l'idéologie du régime. Alors, nous sommes avec Patrick Martin-Génier. Quelle est votre lecture de ces événements? On a effectivement brossé plusieurs hypothèses sur ce plateau, et notamment, effectivement, peut-être des proches, une partie de l'élite, en tout cas russe, qui pourrait se retourner contre Vladimir Poutine. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que toutes les hypothèses sont crédibles. En effet, comme l'a dit Volodymyr, ça peut être une provocation, en effet, de la part des Russes. C'est un règlement de compte également de personnes qui seraient fortement opposées à cette opération dite spéciale en Ukraine. On a vu quand même, parce que vous savez, on est habitué en Russie à ce qu'on tue des gens dans la rue ou chez eux. Mais en général, ce sont des opposants au régime de Vladimir Poutine. Ce qui veut dire que il pourrait y avoir effectivement des règlements de compte. Très clairement, on avait vu il y a quelques semaines tout de même des centres d'enrôlement, d'embrigadement de l'armée, vous vous rappelez, qui avaient été incendiés, où il y avait eu des explosions. Donc ça peut être des règlements de compte, ça peut être une provocation. En réalité, quelles que soient les hypothèses de cet accident, de cet attentat probable, très probable, cela va avoir des conséquences. Et lorsqu'on lit les réactions, par exemple, de la patronne de Russia Today, eh bien, elle dit « ils ont assassiné », ce qui veut dire qu'on soupçonne les Ukrainiens, et que cela pourrait justifier, comme cela a été dit sur votre plateau, une intervention soudaine et réaffirmée sur l'Ukraine, notamment la patronne de Russia Today, qui, comme vous savez, est un organisme de propagande, a dit qu'il fallait frapper Kiev et les centres de décision politique. Donc si les autorités russes rendaient responsables les Ukrainiens, cela pourrait permettre de redoubler les attentats, les frappes terroristes sur Kiev et sur les centres de commandement politique. C'est ça qui est important aujourd'hui. Et donc on verra quelles sont les conséquences, les réactions. On sait que cet idéologue
intellectuel, entre guillemets, est effectivement un très proche de Poutine sur le plan idéologique. Tous les dictateurs ont besoin d'idéologues pour justifier leurs actions, notamment leurs actions criminelles en Ukraine. Il a même été conseiller de la Douma, du président de la Douma, donc il a un rôle politique. Donc toutes les hypothèses sont tout à fait importantes. Et pardon, je ne suis pas au centre de l'écran. Et donc cela pourrait avoir des conséquences dans l'avenir, à moyen terme. On verra ce qu'il en est. Alors, Général Chauvency, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que peut-être ça pourra donner l'opportunité à Vladimir Poutine d'amplifier finalement son opération spéciale, voire de la transformer tout simplement en guerre, hein, et de demander cette mobilisation générale qu'il ne peut pas encore demander aujourd'hui? Je n'y crois pas trop, tout est possible. Hein, ce qu'a dit Patrick, effectivement, toutes les hypothèses sont à prendre en compte, mais il y a peut-être une hiérarchisation des hypothèses. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un règlement de compte qui concerne la Russie en interne. Par contre, que ça soit habillé par une action extérieure, c'est presque traditionnel. Il ne peut pas se passer cela en Russie, ça ne peut venir que de l'extérieur. Ouais. Donc il y aura une instrumentalisation, un habillage de ce que attentat supposé, pour dire voilà, c'est la faute des Ukrainiens. Mais je crois que le problème est plutôt interne et ça me semblerait plus cohérent avec le mode d'action habituel des services de renseignement russes. Mais Patrick Martin-Génier, justement, on s'interroge, quelle va être finalement la réponse des autorités russes dans les prochaines heures, parce que c'est ça aussi qui est important. Comment vont-ils réagir? Je pense qu'il va y avoir une réaction politique tout de même, parce que manifestement, lorsqu'on voit les réactions de Russia Today, on nous dit que ce sont des terroristes ukrainiens, alors que ça me paraît quand même extrêmement difficile que des Ukrainiens puissent pénétrer dans donc ce territoire russe. Il va y avoir des conséquences, car cet idéologue avait quand même un certain nombre d'appuis de soutien au sein du Kremlin, ce qui veut dire que si si Vladimir Poutine doit donc gérer ces conséquences, naturellement, il y aura des conséquences en termes militaires, stratégiques. Cela pourrait avoir des conséquences, comme l'a dit Volodymyr et vos intervenants, il pourrait estimer que ce sont des néo-nazis. Et lui, d'ailleurs, est un symbole de ce fascisme russe. C'est quelqu'un d'extrême droite, cela vient d'être dit, d'extrême droite, fasciste, antisémite, et donc tous ses proches qui ont des relais au Kremlin. Et donc, dès lors qu'on va considérer que ce sont peut-être des terroristes, entre guillemets, ukrainiens qui ont fait cela, Vladimir Poutine pourrait décider de faire de nouvelles frappes, comme d'ailleurs cela a été dit par le chef de la République séparatiste du Donetsk, mais comme l'a dit également la patronne de Russia Today, je pense qu'il faut s'attendre à des conséquences assez sévères sur le plan militaire en Ukraine, alors qu'ils sont en train manifestement de piétiner et n'arrivent pas à prendre des avantages territoriaux significatifs. Merci beaucoup, Patrick Martin-Génier. Et justement, on va voir ce qui se passe sur le terrain avec les événements en Crimée qui ont vraiment marqué un tournant cette semaine. Justement, est-ce qu'on peut parler de tournant ou pas? En tout cas, on va le voir avec nos invités. On apprend, en tout cas par le ministère des Affaires de la Défense britannique, que les lignes logistiques russes pourraient être sous pression suite à ces différents actes de sabotage. On va faire un point sur la situation, les derniers faits, les dernières déclarations avec Florent Ferrand. Ces images datent d'il y a quelques jours. Une épaisse fumée plane au-dessus d'un dépôt de munitions russes en Crimée. Le site a été bombardé par l'Ukraine, qui se fait de plus en plus présente dans la région. Je considère que la Crimée est aujourd'hui un territoire russe. Donc là, c'est une cible à très haute valeur ajoutée et c'est un symbole et puis une humiliation, bien entendu, pour les Russes. Une humiliation à laquelle a remédié le Kremlin. Passation de pouvoir au plus haut niveau du commandement naval russe en Crimée. C'est maintenant le vice-amiral Sokolov qui a remplacé un homme qui s'appelle Osipov. Et donc, il y a eu une sanction d'une certaine manière immédiate en disant attention, là, on a un problème et on envoie quelqu'un d'autre pour diriger le commandement naval. Du côté ukrainien, après presque 6 mois de guerre, il était important d'envoyer un message fort. Il y a littéralement dans l'air de la Crimée le sentiment que son occupation est temporaire et que l'Ukraine revient. Si l'Ukraine intensifie ses frappes, difficile pour autant de l'imaginer la voir récupérer ses terres en Crimée. Ça va être très très compliqué de franchir le Dniepr déjà, et ensuite d'amasser la masse critique pour pouvoir lancer une véritable contre-offensive qui les amènerait en Crimée. Ça, à mon avis, c'est au moins du moyen ou du long terme, mais ça n'est pas pour le moment, et ça n'est certainement pas dans les plans immédiats des Ukrainiens. La Crimée, l'un des territoires les plus disputés par la Russie et l'Ukraine, est sous contrôle russe depuis 2014.
Et ces actes de sabotage sont en tout cas un succès pour l'armée ukrainienne qui n'a, on le rappelle, rien revendiqué. Il y a eu tout d'abord Saki, si on se remémore les événements, Djankoï, Sébastopol, hier avec l'état-major de la flotte de la mer Noire russe touché par un drone ou drone abattu selon les versions, sans oublier les actes de sabotage qui ont lieu à l'intérieur de la Russie, même si ils ne sont pas assez significatifs pour parler aujourd'hui réellement de quelque chose qui pourrait changer la donne. Mais en Ukraine, ce que nous apprennent les Britanniques, eh bien, c'est que ces actes paient. Est-ce que les Russes sont sous pression en Crimée ? Totalement. Les Ukrainiens ont réussi à mettre l'insécurité sur la zone arrière du front, qui est la Crimée, que tout le monde pensait intouchable. Donc effectivement, ça ne veut pas dire que la Crimée soit en mesure d'être prise, mais l'insécurité qui va y régner veut dire que d'une part, les forces russes doivent se réorganiser. La preuve, le limogeage d'un amiral manifestement qui n'a pas fait son travail. Quand on voit dans une base qu'il y a une explosion d'un dépôt de munitions, c'est que la sécurité n'est pas organisée comme il faut par les militaires chargés de la garde. Donc il y a beaucoup de... A priori, ça donne l'impression d'un grand relâchement du côté russe. Puis ils se croyaient peut-être sur la plage parce que la Crimée est une zone de villégiature, et qui fait qu'ils ont laissé faire. Ils se retrouvent face maintenant à un vrai problème, c'est que oui, on peut frapper la Crimée, on ne sait pas comment. Oui, mais parce on que peut ça, effectivement, frapper la ça reste encore une question. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Les Russes ont parlé d'actes de sabotage. On a Ce sont des cigarettes. Alors, il y a aussi l'humour, effectivement, qui est manié très habilement par les autorités ukrainiennes. Ouais. Mais bon, les hypothèses, effectivement, c'était des actes de sabotage selon les Russes, voire des frappes, ce qui serait possible. Pour l'instant, aucune signe tangible d'une frappe quelconque n'est affichable. On n'a aucune trace. Ce sera bien la première fois qu'on n'identifie pas des missiles qui tombent à tel ou tel endroit. Ce serait extrêmement surprenant. Ouais. Voilà, maintenant, il y a des sabotages. D'ailleurs, le mot sabotage veut bien dire quelque chose. S'il y a sabotage, ça veut bien dire qu'il n'y a pas frappe. Quand on dit sabotage, c'est que des mais gens... ce sont les Russes qui le disent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont intérêt à dire ? C'est vrai que les Ukrainiens ne disent rien, mais bon. C'est bien d'ailleurs l'une des rares fois où les Russes n'accusent pas les Ukrainiens. Si je peux me permettre. Oui, mais ça voudrait dire... Quand on parle de sabotage, oui, mais Ils ne sur peuvent ce pas type non plus. ils nous ont habitués à attaquer puis accuser les victimes de s'être même bombardées, tirées dessus, massacrées, etc. Là, on note qu'il n'a pas été question de pistes Non, mais il y a une raison. dans leur discours. Si on utilise le mot sabotage, ça veut dire que ça se passe sur le territoire. Ça veut dire que ce n'est pas une agression de l'Ukraine sur un territoire russe qui s'appelle la Crimée à la date d'aujourd'hui. Donc, sabotage, ça veut dire des éléments intérieurs qui, effectivement, contestent, enfin, mènent des actions sur le territoire russe. N'oublions pas que s'il y avait une vraie agression sur le territoire russe, il pourrait y avoir des conséquences militaires beaucoup plus graves que ce qu'on imagine aujourd'hui, puisque jusqu'à présent... Et c'est pour ça que les Ukrainiens ne disent rien. Ils n'ont pas attaqué officiellement la Crimée, ils vont la reconquérir, ce qui est tout à fait différent. Justement, ils ne veulent pas reconnaître que c'est l'Ukraine a fait derrière cela, parce qu'ils ont dit il y a plusieurs fois qu'il y a des lignes rouges à ne pas dépasser. Pour eux, si l'Ukraine attaque le territoire russe, donc on va faire des choses qu'on n'a pas rien commencé encore. Donc c'est clair qu'on est dans un rapport de force, il est humilié. Poutine. Mais ce qu'il faut aussi, parce que hier Zelensky, il a dit une chose pour moi intéressante, il a dit que cette semaine, on va s'attendre à des saloperies particulièrement par rapport à la fête des dépendances. Moi, je pense que pour l'Ukraine, c'est un petit peu aussi de façon de préparer, chacun prépare sa fête des dépendances, donc c'est un petit peu un artifice à d'avant pour les Ukrainiens, pour le moral des Ukrainiennes, et au contraire, pour dire qu'on fait ça en Crimée, de toute façon, c'est quand même depuis une semaine, tous les jours, on a des choses qui arrivent, il y a des diversions, et il faut s'attendre aussi que les Russes, ils vont agir. Je pense que la centrale de Zaporizhzhia, il faut pas oublier. Je pense que ces jours sont comptés. Il sera coupé du réseau électrique ukrainien. Peut-être même cette semaine-là. Et après, peut-être, on peut aussi s'attendre aux frappes. Alors, ce serait quand même assez malvenu, juste avant avoir donné son feu vert pour une mission. Mais on parlera de Zaporizhzhia tout à l'heure. Je voudrais qu'on revienne sur ce responsable du Pentagone aussi, qui, sous couvert d'anonymat, a déclaré que les forces russes se sont révélées beaucoup plus vulnérables qu'elles ne le pensaient. C'est ce qui s'est passé, Olivier Védrine, en Crimée. Les Russes ont pensé que la Crimée, elle était acquise. Oui, je pense qu'il y a ils ont sous-estimé les Ukrainiens, je répète. Ils ne peuvent pas avouer qu'il y a eu sabotage parce qu'on rentrerait dans la doctrine russe de la protection du territoire, sacralisation du territoire, sanctuarisation du territoire, donc possibilité de riposte nucléaire, etc. Voilà. Donc ça, ils ne peuvent pas l'avouer. Premièrement, ne pas avouer qu'ils sont faibles. Deuxièmement, ne pas rentrer dans cette doctrine.
là, j'ai eu dernièrement mes amis sur Kiev, donc de Russian Monitor ou de Matin de février. Il y a différentes actions. Les actions qui sont menées sur les bases, comme en Crimée, sont menées par rapport à mes amis de Kiev, de Russian Monitor ou de Matin de février, par l'armée ou les troupes spéciales ukrainiennes. Les actions menées, comme vous dites, de résistance en Russie, d'abord, c'est des actions individuelles et elles touchent plutôt des cibles plus modestes, des commissariats, des centres de recrutement ou des voies ferroviaires. C'est tout. Donc, quand ce sont des actions comme la Crimée, c'est véritablement, là, c'est l'armée ukrainienne, c'est pas la résistance. Aline Baïkremer. Il y a eu plusieurs messages de Volodymyr Zelensky aussi sur un objectif clair de libération de la Crimée. Ah oui, ça, la Crimée, c'est l'Ukraine, et un appel en particulier aux civils à s'éloigner des dépôts de munitions et installations militaires en Crimée. Effectivement, c'était ces messages cette semaine. Alors, ce qui s'est passé en Crimée, est-ce que ça a aussi un impact à Moscou? En tout cas, c'est une question qui se pose, parce que ces explosions, effectivement, elles ont été observées par des milliers de touristes russes qui sont repartis. On a vu les embouteillages, on a vu les files cette semaine. Est-ce que ça a eu un effet psychologique à Moscou? En tout cas, c'est ce que disent certains responsables ukrainiens. Est-ce qu'on peut dire ça? Moi, je n'ai pas d'éléments sur ce qui se passe à Moscou. Je dirais simplement que s'il y avait une analyse peut-être médiatique de la presse, je dirais, russe, pour avoir une idée du ressenti, est-ce que des images ont circulé? Est-ce que la censure est suffisamment forte pour les empêcher? Qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux sociaux? Je dirais que pour nous, oui, ça aurait un impact. Que les Ukrainiens disent cela, oui, c'est normal qu'ils le disent. Maintenant, il faudrait peut-être faire des retours de terrain de Russie, et là, il y aurait peut-être des éléments pour dire un petit peu comment ça a été retransmis et comment ça a été ressenti. Alors justement, il doit y avoir déjà des remontées. Oui, alors le site internet de Matin de février, là-dessus, il y a eu une floraison d'articles sur le sujet, et la chaîne Telegram en russe de Matin de février a explosé au niveau des abonnements. Voilà, depuis ces éléments, depuis le départ des touristes. Ce qui montre effectivement une certaine inquiétude et une envie de s'informer. Voilà, tout à fait. Très rapidement, Général, que va-t-il se passer dans les prochains jours? On sait que effectivement, les Russes vont essayer probablement de renforcer la sécurité de la péninsule. En tout cas, c'est ce que dit l'Institut pour la guerre, le think tank américain, et que ces mesures pourraient éloigner finalement les forces russes des lignes de front. On imagine que c'est ce qui va se passer. Tout à fait. C'est ce qui se passe déjà. Ça fait plusieurs jours. Enfin, moi, je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau. Je dis que le fait qu'il y ait des actions dans la zone militaire des combats, type guérilla, j'ai utilisé ce terme guérilla notamment hier, type guérilla, fait que les forces qui sont quand même pas très nombreuses du côté russe, quand on fait le bilan, vont être encore plus diluées sur le territoire global occupé en Ukraine, ce qui fait que une éventuelle offensive, si jamais il y en avait une, ne serait plus possible, puisqu'il n'y a plus les forces. Et quand on dit renforcement de la sécurité, je dirais qu'on va peut-être aussi avoir un certain nombre d'autres limogeages, des vrais contrôles sur comment les soldats remplissent leur mission, parce que quand même, une base qui est attaquée avec un dépôt de munitions, ça veut dire que tout ce qui est sécuritaire, tous les soldats chargés de garder cette base ont eu des déficiences. C'est une évidence. Alors maintenant, identifier les déficiences, ce qui veut dire que ça va prendre des délais supplémentaires pour l'armée russe, pour savoir pourquoi ça a fauté, parce qu'il n'y a quand même pas qu'un seul endroit, il y a plusieurs endroits. Donc, ça veut dire, à un moment donné, ralentir toutes les opérations aujourd'hui. Et oui, et l'effet, je dirais, recherché pour moi par ces actions de guérilla très médiatiques, très significatives, sur la logistique en particulier, a un effet d'abord sur la logistique des troupes, mais aussi sur l'esprit sécuritaire. Quelle est la sécurité qu'on assure dans la zone arrière des combats? Donc, automatiquement, toute opération aujourd'hui ne peut être que remise en question parce qu'ils n'ont pas les moyens de tout faire en même temps. Allez, restez avec nous. On se retrouve dans une poignée de minutes pour continuer de décortiquer cette actualité. On verra évidemment sur cette explosion qui a lieu hier soir à Moscou. La fille d'un proche de Vladimir Poutine a été tuée. Elle se situait dans une voiture. Un engin explosif était donc situé dans cette voiture et cette personne est décédée. C'est la fille donc d'un intellectuel proche de Vladimir Poutine, même si effectivement le terme est un peu discuté sur ce plateau. On en parle dans quelques instants sur LCI. Idéologue fasciste. Regardez, nous sommes dans l'avenue principale qui a été largement détruite. Voici ce qui s'est passé ici à Kiev. Nous sommes tout près du périphérique. Et dans cette direction, il y a en ce moment même des combats entre soldats russes et soldats ukrainiens. Et on entend très régulièrement ces tirs d'artillerie lourde. Les
Russes étaient ici il y a encore un peu plus d'une semaine. Ils ont quitté la ville. Les positions ukrainiennes sont dans la région. On ne va pas évidemment vous dire précisément où. Nous découvrons ici l'avenue principale de Borodianka. Marvel Origins. Collectionnez les aventures fondatrices des super-héros Marvel en édition collector avec une frise inédite et des bonus exclusifs. Le numéro 1, 3,99 € seulement. Même si mes parents et mes grands-parents sont à la Massif, j'ai quand même voulu voir par moi-même ce qui se faisait ailleurs. Et la Massif était l'assureur qui proposait le meilleur rapport qualité-prix. En fait, on se rend compte que c'est vraiment c'est devenu un choix. C'est étrange, mais je me suis retrouvé à parrainer mes parents, en fait. Alors que normalement, c'est l'inverse. La Massif, c'est vous. Chez Aldi, le coffret perceuse sans fil avec indicateur de charge et 71 accessoires est à 59,99 €. Et en plus, vous avez 2 mois satisfaits ou remboursés. Écoute pas mon chien, on va pas la rendre. Oui, vous pouvez y aller. Le coffret perceuse est à 59,99 € dès le mercredi 24 août chez Aldi. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Retour sur le plateau du 10-12 sur LCI. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Avant de retrouver nos invités, nos experts, un point sur l'actualité à 10h29 précis sur LCI. On commence donc avec cette attaque à la voiture piégée près de Moscou. La fille d'un proche de Vladimir Poutine a été tuée. Il s'agit de la fille d'Alexandre Douguine, philosophe et nationaliste russe selon certaines agences, dont l'agence russe TASS. Alexandre Douguine devait se trouver dans le véhicule avec sa fille avant de changer d'avis au dernier moment. Comment lutter plus efficacement contre les feux de forêt ? Gérald Darmanin annonce la création de 3000 postes de gendarmes verts pour améliorer le travail d'enquête judiciaire. Ils seront formés spécifiquement aux atteintes à l'écologie. C'est ce que dit le ministre de l'Intérieur dans une interview dans le journal du dimanche ce matin et dans lequel il aborde également le sujet des rodéos urbains. En plus de celui des pyromanes, nous devons être fermes avec la minorité d'emmerdeurs, dit-il. Emmanuel Macron, bientôt en Algérie. Le président français rencontrera son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune, la semaine prochaine, du 25 au 27 août. Il se rendra à Alger et à Oran, un déplacement qui contribuera à approfondir la relation bilatérale tournée vers l'avenir. C'est ce qu'a déclaré la présidence française. La dernière visite date de décembre 2017. Elle avait duré une douzaine d'heures sur place. Et on revient donc sur notre plateau avec nos invités, nos experts, et on revient sur cette attaque à la voiture piégée près de Moscou. En tout cas, une voiture qui a explosé près de Moscou. Il était 21h30 sur place. C'est la fille d'un proche de Vladimir Poutine qui a été tuée. Ce proche est Alexandre Douguine. Il est considéré comme l'un des cerveaux de l'invasion russe en Ukraine. Il est surnommé Raspoutine en raison de son influence sur le président Poutine. Il devait se trouver dans le véhicule avec sa fille avant de changer d'avis au dernier moment. On imagine que c'était lui qui était visé, Olivier Védrine, oui, ou là... peut-être même les deux d'ailleurs, puisque sa fille est aussi politologue. Elle est rédactrice en chef d'un média. Et elle est tout à fait dans la même ligne sur la même ligne que son père, et touchée par les sanctions américaines. Les deux étaient visés et dans cet attentat, je le répète, je vois un règlement de compte interne russe des milieux du pouvoir. Les conséquences, à mon avis, ce sera plutôt on fera du côté d'une certaine purge du pouvoir qui va. Je vous ai dit sur ce plateau déjà, il y a la mise en application d'une révolution culturelle ultra-conservatrice en Russie. Et ça va encore la légitimer encore plus. C'est-à-dire que Douguine, qui est un survivant, va être comme un animal blessé, va être encore plus offensif, et ça va encore radicaliser cette révolution conservatrice. Maintenant, un attentat à Moscou, une ville super sécurisée, un attentat, j'irai avec ce résultat-là, la logistique, elle est forte. Et c'est pas un travail d'amateur. Donc, pour moi... On est à une quarantaine de kilomètres de Moscou. Hein. C'est un combat à l'intérieur même d'influence politique, à l'intérieur même de la politique russe. Alors, on va aller sur place, justement. On va aller rejoindre Paul Gogo, qui est notre correspondant et qui nous raconte les circonstances de cette explosion.
Le père comme la fille revenaient d'un festival qui avait lieu en dehors de Moscou et ils étaient annoncés un peu comme tête d'affiche d'un festival qui devait parler de la famille et des traditions. Donc c'était public en quelque sorte, ça se savait que les deux seraient présents dans ce festival. Donc si quelqu'un a pu leur en vouloir, quelque chose pouvait... c'était su, il y avait moyen d'organiser quelque chose. Après, c'est, comme je le disais tout de suite, un événement toujours assez étonnant parce qu'on est quand même à Moscou, ce qui est une capitale ultra protégée avec une omniprésence de la police et des services de sécurité. Et tout le monde, je pense, n'est pas capable d'organiser un attentat si c'en est un, parce que c'est encore quelque chose qu'il faut prouver à proximité de Moscou ou à Moscou comme ce qui est arrivé hier. Et nous sommes avec Roland Pietrini. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien officier de renseignement, rédacteur en chef du blog Athéna Défense, expert dans le domaine du renseignement, qui publie le 9 septembre Les Sentinelles oubliées, le renseignement humain derrière le rideau de fer. C'est aux éditions de Taillac. Quelle est, vous, votre lecture des événements ce matin? Effectivement, c'est une explosion qui arrive à proximité de Moscou. Alors, certains accusent l'Ukraine, mais on attend encore effectivement les réactions des autorités à Moscou. Écoutez, pour l'instant, je crois qu'il faut rester aux faits tels qu'ils sont. Mais je suis assez d'accord avec Olivier Védrine qui souligne le fait que très probablement il s'agit d'un règlement de compte intérieur ou de lutte d'influence. Il me paraît extrêmement difficile pour justifier cet acte que ce serait le sacrifice de la fille d'un proche conseiller au profit d'une action de manipulation. Quant au fait que l'Ukraine serait impliquée dans cette affaire, ça reste véritablement à prouver. Ça met aussi en évidence le déficit de renseignement russe d'une manière générale. On le voit sur le terrain avec le GRU, qui a un renseignement d'action qui est, à mon avis, extrêmement faible. Et ça vient de l'histoire, en fait. Le GRU a évolué vers des actions de contre-terrorisme de leur point de vue, afin de supprimer à l'étranger des personnes opposées au pouvoir. Donc il me semble qu'il y a deux faits que l'on peut faire ressortir dans cette affaire. C'est à la fois surprenant qu'il puisse arriver dans un État en guerre, en fait, un tel attentat, et qui vise justement une partie d'Ougine, qui est la partie la plus réactionnaire du régime. Vous restez avec nous, Roland Pietrini, pour intervenir quand vous le souhaitez. C'est vrai que Général Chauvency, on se pose la question de la possibilité de cet acte, effectivement, à une quarantaine de kilomètres de Moscou. Alors, effectivement, que la Russie est en opération spéciale engagée en Ukraine. Qu'est-ce que ça dit, finalement, des services de renseignement russes? On pourrait dire qu'ils sont incompétents. Mais sur le territoire russe, ça me semble un peu curieux, vu quand même la mainmise des services de renseignement sur l'ensemble de la société russe. Donc on revient bien à ce qu'a dit Olivier Védrine, mais aussi ce qu'a dit Roland Pietrini, une affaire interne, avec effectivement l'élimination peut-être d'une partie de gens dans le cadre d'une purge, bien qu'on ne voit pas encore trop l'objectif. Le mot purge veut dire beaucoup de choses. Je pense que ces services de renseignement, normalement, ce sont des services de renseignement qui fonctionnent. Donc si un attentat a pu avoir lieu sur une personne aussi médiatique que cela, qui n'ait pas de service de protection auprès de cette personne, non plus c'est très surprenant, et que ça puisse se faire, qu'on dénonce déjà qui est l'auteur de cet attentat, c'est bien la première fois qu'on sait immédiatement qui a tué qui, surtout dans ce contexte-là. Voilà, effectivement, c'est un pays qui est quand même en guerre, donc on ne peut pas comprendre que ça puisse se faire sans un aval de qui que ce soit. Et c'est vrai, moi je rejoins ce qu'a dit aussi Olivier Védrine, nous sommes dans un jeu de pouvoir, avant d'en savoir plus. Alors bien sûr, votre journaliste a dit attentat supposé. Enfin bon, la voiture a quand même explosé, donc on peut quand même supposer qu'il s'est passé quelque chose. Alors... Et puis il n'y a pas n'importe qui dans cette voiture. Voilà, alors maintenant, effectivement, c'est deux personnes qui auraient pu te viser toutes les deux. Bon voilà, maintenant en dire plus, c'est difficile aujourd'hui, sachant que dans cette affaire-là, dans tous les cas, nous serons, nous, à l'extérieur, instrumentalisés sur les conclusions à en tirer, puisque ce n'est pas nous qui allons avoir les bonnes informations. Et sur le plan des images, quand même, on assiste à un vrai retournement de la situation.
il y a presque 6 mois, un petit peu moins que 6 mois, on a vu des voitures des civils ukrainiennes incendiées qui voulaient fuir Kiev, aux alentours de Kiev, il y a plusieurs, tirées, qui étaient visées expressément par les Russes. Et aujourd'hui, on voit une voiture incendiée à 40 km de Moscou. Donc, c'est quand même, de manière plus générale, on voit bien que les Russes, l'armée russe, tous les experts constatent, ils ne peuvent plus mener des opérations, des offensives d'envergure, parce qu'ils sont plus, donc ils peuvent essayer de mener des petites opérations, donc ils perdent l'initiative stratégique. Et aussi, il y a un danger quand même avec l'arrivée des armements lourds occidentaux. L'armée ukrainienne prouve chaque jour qu'ils ont beaucoup plus de capacité de tirer sur les cibles à l'intérieur, loin des lignes de front. Donc la situation, peut-être qu'on va assister justement au retournement de la situation sur la ligne de front aussi. Alors justement, quelle pourrait être la réponse de Vladimir Poutine? Écoutez ce qu'en pense le colonel Pardoyon, qui était avec nous tout à l'heure. Par contre, le problème, c'est qu'on voit qu'on va très rapidement, les opinions publiques, pour le mot russe, vont associer cet attentat avec la situation d'Ukraine. Et ce qu'on peut craindre éventuellement, c'est des mesures de rétorsion. Si Poutine considère que c'est l'Ukraine qui est responsable, eh ben, on peut assister à des mesures de rétorsion. C'est ça la grande inquiétude des heures qui viennent. C'est le sujet, parce que le problème, c'est que Poutine nous a appris à avoir des réactions parfois relativement vives. Alors, Olivier Védrine, j'imagine que vous êtes d'accord avec ça ou pas? On va scruter de très près la réaction de Vladimir Poutine. Que ce soit utilisé, instrumentalisé, qu'il y ait une manipulation derrière, oui. Mais j'en reste au fait. Il y a eu cet attentat à Moscou, dans une ville ultra sécurisée. Et la conclusion, pour moi, c'est un règlement de compte interne, de lutte de pouvoir dans des cercles politiques russes. Mais comment va-t-il Après en parler? l'utilisation, oui, il y aura utilisation, qui sera sans doute loin de la vérité, pour légitimer certaines actions. Mais restons-en au fait, ça se passe en Russie, à Moscou, dans une zone très sécurisée qui s'appelle Moscou, centre capitale de la Russie. Oui. Et encore une fois, on parlait d'un retour d'un festival traditionnaliste. Ce mot-là est aussi un euphémisme. C'était un festival fasciste, où il est question de race, d'anti-Occident, anti-juif, anti-femme, anti-homosexuel, où on explique que le métissage est l'aberration absolue, ce qui a miné les sociétés occidentales. Donc il faudrait revenir à une société pudiquement appelée de tradition, mais il y a quelques citations qui sortent de ce genre d'événements. On n'est pas du tout dans le concert de balalaïka et de promotion culturelle. On est au-delà, on est vraiment au-delà. On est dans l'extrême droite ultra violente, pléonasme, mais on est dans, exemple, on parle de... Évidemment, le féminisme est banni. On va parler d'érotisme patriarcal. On explique que le tort de l'Occident et la faille de l'Occident, et qu'il faut réparer, c'est, je cite, son métissage avec des peuples plus primitifs, ayant entraîné une dilution de leur stock racial supérieur. Alexandre Douguin, on est là-dedans quand même. Qui est présenté comme l'un des influenceurs de Vladimir Poutine, l'un des cerveaux de cette invasion. On est dans le vrai quand on dit ça? On est dans le vrai quand on se rend compte de la violence des massacres en Ukraine et de la déshumanisation depuis des années des peuples qui sont limitrophes de la Russie. Ce qui se passe en Ukraine a à voir avec cette idéologie-là, sur la question, oui, et on rappelle que sa fille donc, a embrassé la cause de son père, entre guillemets, et a déclaré qu'il fallait tout de même exterminer le peuple et effacer le peuple ukrainien. Donc, on est quand même dans des discours qui sont de l'ordre de ce qu'il y a de plus violent sur la planète en ce moment en matière politique.